Pourquoi et comment s'engager dans la politique ? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Catherine Amaro, formatrice consultante en emploi, mais également élue depuis 6 ans à la ville de Mâcon et au Mâconnais-Beaujolais agglomération. Bonjour Catherine. Bonjour. Votre premier souvenir de politique remonte à l'année 1981. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Il s'agit de l'élection présidentielle de François Mitterrand en tant que président de la République. J'avais 6 ans à l'époque. J'avais été très déboussolée par les attitudes des gens. J'étais ce soir-là chez les parents de ma nourrice. Il y avait des attitudes très variées et parce que le papa de cette nourrice, qui était un peu comme mon grand-père, a pleuré devant la télévision parce qu'il était terrifié à l'idée que les Russes viennent envahir la France avec cette élection du Parti socialiste. Et en parallèle, il y avait tous les jeunes qui eux étaient très heureux. Et à la télé, je voyais tous ces jeunes qui couraient dans la rue, qui faisaient la fête. Et il y avait vraiment cette disparité qui m'interpellait parce que je ne comprenais pas comment un simple fait comme ça puisse ébranler autant les gens. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas du tout à la politique ou aux élections, ce qui n'était pas votre cas. Qu'est-ce qui vous passionnait ? Ce qui m'intéressait, c'était les débats d'idées. À l'époque, il y en avait beaucoup plus à la télévision. Et ces débats d'idées me fascinaient avec les apports des uns et des autres. Et le fait justement qu'il puisse y avoir des gens qui se disputent réellement sur des choses qui sont plutôt pour le bien commun, mais avec des approches très différentes. Vous vous êtes toujours intéressé à la politique, mais pendant longtemps, vous avez pensé que ce monde n'était pas fait pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pendant l'adolescence, puis après même pendant le début de ma vie d'adulte, je ne me sentais pas à la hauteur. Enfin, c'est pas à la hauteur intellectuellement, c'était pas ça le souci, mais je venais d'un milieu pauvre. Et j'avais l'impression que ce milieu des hommes et femmes politiques, enfin surtout hommes déjà à l'époque, était dédié surtout à des sachants, à des gens qui de toute façon sont déjà au pouvoir et dont les parents sont déjà au pouvoir. Il y a plus de 10 ans, vous vous êtes intéressé à plusieurs mouvements citoyens comme les Indignés en Espagne ou Nuit debout en France. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a plu dans ces mouvements ? La principale chose, c'était le fait que ça vienne de la base, ce qu'on appelle aujourd'hui l'horizontalité, la transversalité, et non des grands discours politiques qui viennent du haut avec une forme d'assignation à penser. Là, chacun était invité à participer au débat public. Moi, j'ai coutume de dire que tout est politique. Souvent, on me dit « Ah, tu fais de la politique ». Non, je ne fais pas de la politique. Le prix d'un ticket de bus, c'est politique. C'est choisir si on veut que les gens prennent le bus ou n'ait pas les moyens de le prendre. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect participatif, transversal et qui permet à chacun de s'exprimer en fonction de ce qu'il a à dire. Après, il peut y avoir aussi plein de formations et c'est ce qu'on a vu avec Podemos ou avec d'autres mouvements. Ça a été vraiment de permettre aux gens de s'approprier un certain nombre de sujets et de progresser sur ces sujets. Quel déclic vous a donné envie de vous engager en politique pour la ville de Mâcon ? Il y en a eu plusieurs au fil des années, mais une véritable envie de changer les choses à Mâcon. Le maire de Mâcon est en place maintenant depuis 25 ans. Bon, quand je me suis engagée en politique, il l'était déjà depuis 15 ans. Et il avait promis beaucoup de choses, mais ces choses-là, en tout cas celles qui m'intéressaient, n'avaient pas été réalisées. Ce qui fait que moi, je m'étais engagée au départ dans l'associatif, dans un comité de quartier. Et l'idée, c'était d'aménager des choses pour mes enfants, qui ont aujourd'hui 21 et 26 ans. Et au fil des années, tout ce qu'on avait demandé pour les jeunes ne s'est pas fait, malgré des tas de réunions, malgré des concertations, malgré des enquêtes terrain. Et il y avait beaucoup de promesses et jamais de réalisation. Et au-delà de cela, dans l'engagement plus associatif, il y a eu aussi une colère sur le fait que les plus défavorisés à Mâcon ne sont jamais pris en compte. Et cette colère perdure. Comment votre entourage a-t-il réagi quand vous vous êtes engagé en politique ? Ça a été très varié. J'ai perdu, je peux le dire comme ça, un certain nombre de relations, de connaissances avec lesquelles j'avais pu travailler, par exemple en chambre de commerce, qui est un milieu très policé, où on ne présente pas ses engagements et certainement pas ceux que je portais quand je me suis engagée. Ensuite, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des personnes qui m'ont beaucoup apporté, pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration. Je pense par exemple à une personne qui habite pas loin d'ici, Nicole Eschmann, qui était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, qui avait été vice-présidente du conseil régional en charge des lycées, qui était une grande écologiste. Et d'un coup, je la rencontrais et puis je pouvais lui parler d'égal à égal, en toute simplicité. C'était magique. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez été élue ?
Une certaine fierté. J'ai pensé à ma mère. Ma mère est décédée il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et je me suis dit qu'elle aurait été fière. Elle, immigrée, moi, fille d'immigrée. Elle arrivait en France avec, à l'époque, 50 francs en poche, l'équivalent de 7 euros, qui a été femme de ménage toute sa vie. Et je pense qu'elle aurait été relativement fière, même très fière. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle à la ville de Mâcon et à l'agglomération ? À la ville, je suis conseillère municipale dans ce qu'on appelle un groupe minoritaire. Et à l'agglo, pareil, je suis conseillère communautaire. Là également dans un groupe minoritaire, puisque ce n'est pas notre groupe qui a gagné les élections. Cela signifie qu'on n'a pas forcément le pouvoir, mais on est là aussi sur un rôle de lanceur d'alerte. On a accès à tous les dossiers. Ça nous permet de faire remonter des choses qui nous déplaisent. Ça nous permet aussi d'appuyer des choses qui nous plaisent. Donc on n'est pas que dans la contestation. Moi, j'aime pas dire par exemple que je suis élue d'opposition. Opposition, ça veut dire que je suis contre tout. Je suis pas contre tout, je suis pour qu'on fasse des choses tous ensemble. Vous dites que comme beaucoup de femmes, vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et comment avez-vous réussi à vous en débarrasser ? Déjà, est-ce que j'ai réussi à m'en débarrasser ? Je ne suis pas tout à fait sûre. Ce syndrome de l'imposteur vient du fait qu'on ne se sent pas légitime. Au-delà d'être une femme, je vous dis, je viens d'un milieu social relativement défavorisé. Ça s'est vu encore récemment. Là, il y a eu les élections à Mâcon. À aucun moment, je ne me suis envisagée comme tête de liste alors qu'on m'avait sollicitée. Également pour les 2 dernières législatives où j'ai été suppléante, les 2 dernières fois. Les législatives, c'est l'élection pour les députés. Être suppléante, aider, orienter, faire des discours, ça me va. M'imaginer moi, députée, donc responsable de porter la parole de tous les habitants d'une circonscription à l'Assemblée nationale, j'étais pas sûre d'être à la hauteur. Et ce fait de ne pas être sûre a fait que j'ai préféré reculer à certains moments. Et l'autre chose aussi, c'est que j'aimerais vraiment qu'on gagne et je n'ai pas envie d'être responsable de l'échec. Donc humainement, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être responsable à ce point. En tant que femme politique, vous êtes amenée à beaucoup vous exprimer à l'oral. Êtes-vous à l'aise et avez-vous quelques conseils à nous donner ? Alors à l'aise, je ne sais pas. Là, vous voyez, je parle bien sûr sans notes, mais enfin c'est un peu facile, je parle de moi. Je travaille beaucoup mes sujets. Je parle beaucoup sans notes ou alors juste avec une feuille et quelques mots. Par contre, avant de prendre la parole, je travaille beaucoup et bien plus large que le sujet lui-même. Je m'interroge, je croise des avis divergents. Je me prépare aussi à toute réponse possible. J'essaye d'envisager ce qu'on va pouvoir me répondre et comment est-ce que je vais faire réellement valoir ce que je veux défendre. Et autre chose aussi, pour ce qui est de prendre la parole en public, j'ai suivi une formation encore l'an dernier. Non pas pour prendre la parole comme ici, en petit comité, mais pour prendre la parole devant une grande assemblée. On m'a expliqué qu'il ne fallait pas que j'aie peur des silences. Contrairement à ce qu'on croit souvent, se laisser le temps de regarder les gens, se laisser le temps de choisir le mot juste. Vous êtes conseillère municipale de Mâcon et conseillère communautaire de Mâconnais-Beaujolais, agglomération depuis 6 ans. Avez-vous une anecdote drôle ou émouvante à nous raconter ? Il y a quand même eu des avancées, il y a eu des questions orales qui ont fait réagir. On est plutôt dans un environnement un peu compliqué. Je le dis honnêtement, on est face à des gens qui ont envie que rien ne change. Il m'est arrivé, là ce n'est ni drôle ni plaisant, mais il m'est arrivé de partir d'un conseil communautaire, donc MBA, les conseils communautaires, il y a 77 personnes, et de me lever, de plier ma tablette et de leur dire que si on ne sert à rien, c'est pas la peine de continuer. Réellement de quitter les lieux, puis de l'expliquer par écrit dans la presse et auprès du préfet pour dire que les élus doivent se respecter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord. Ce jour-là, claquage de porte parce que la situation était humainement très irrespectueuse. Les hommes et les femmes politiques sont parfois mal vus par les gens, jugés ou critiqués facilement. Comment le vivez-vous ? Ça dépend des jours. Très sincèrement, quand la critique vient d'opposants politiques, de personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, j'allais vous dire, elle est normale. Elle peut même être constructive. Quand elle vient de gens plus proches, et c'est peut-être là que c'est compliqué, et ça l'a encore été récemment pour les élections municipales, quand elle vient de gens avec lesquels je partage beaucoup de choses, dont je partage les idées, et qui vont simplement pointer une manière de faire ou des nouvelles alliances politiques, parce que si on veut gagner, à un moment donné, il faut envisager aussi de travailler avec des gens avec lesquels on ne partage pas tout, mais le principal. Hélas, le fait d'être pointé du doigt, parfois sur des accusations presque de traîtrise, ça c'est très blessant. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez hésité à arrêter ?
Il y a eu l'échec des législatives en 2024. Parce que je pensais vraiment, vu l'engouement qu'il y avait pour le NFP, j'étais donc suppléante pour ce mouvement-là, et vu l'engouement, je pensais réellement que, on serait au deuxième tour, 2, qu'on gagnerait. Là, on est arrivé 3e, dans un contexte fort difficile, et ça me semblait tellement injuste que des électeurs potentiels ne se soient pas déplacés alors qu'on bougeait pour eux, et qu'à l'inverse, d'autres se soient déplacés pour la première fois pour contester des choses auxquelles ils ne connaissaient pas grand-chose. Là, je me suis dit que ça ne servait à rien. Puis finalement, j'ai rencontré des jeunes, des copains de ma fille, qui m'ont dit, mais ça c'était 15 jours, 3 semaines plus tard, qui m'ont dit que c'était quand même extra ce qu'on avait fait et que ça les avait intéressés à tous ces sujets-là. Et là, je me suis dit que j'allais me laisser le temps et finalement, j'y suis toujours. Quel est votre rêve en tant que femme politique ? D'un point de vue féministe, que les femmes soient enfin l'égale des hommes en étant ce qu'elles sont, sans avoir à se la jouer homme pour réussir et avancer ses idées. Ensuite, c'est très bateau, ça veut faire très Miss France que je vais dire, mais c'est arriver à une société où on s'écoute et une société qui prépare réellement l'avenir. Parce que être engagé en politique, c'est pas juste s'occuper des problèmes actuels, c'est se projeter et se dire qu'on prépare un monde meilleur pour la suite. Pour vous quand vous serez adulte, et même pour vos enfants. Donc c'est essayer de voir loin. Et voir loin, c'est la problématique environnementale, clairement. Celle-là, elle est essentielle, cruciale. Une canicule du mois de mai, il y a comme un petit souci au niveau du dérèglement climatique. Et revenir à plus de respect dans l'écoute de chacun. Et ça nous évitera d'aller vers des sectarismes de tous ordres. Enfin, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la politique ? Intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, participez à des conseils communaux des jeunes, au conseil départemental des jeunes. Rapprochez-vous des différents mouvements politiques qui existent déjà, qui ont tous une branche jeune, en fonction de vos aspirations. Merci beaucoup à Catherine Amaro d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé son parcours avec nous. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Condorcet de La Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site radioaléo.fr.